Aujourd'hui, nous allons parler de normes et à un moment donné de réalité. Alors, est-ce que c'est la faute de la norme ou est-ce qu'à un moment donné, c'est peut-être pas la faute des constructeurs? Moi, je vous le dis, très souvent, quand vous avez un WLTP qui ne correspond à rien, comme notamment ce i2008, pardon, donc c'est sur FR Android, ça date du mois de décembre à la base, donc c'était un jugement. Je vais vous parler aussi d'un partenaire, et il n'y a pas que Peugeot, mais il semblerait que chez le groupe Stellantis, ils ont pris des habitudes. Faut dire, j'avais une Mito, notamment l'Alfa Romeo Mito, sur ce petit 1,4 litre, 155 chevaux, il était donné à 5 litres au 100, en ville j'étais plutôt à 10 litres, alors j'ai peut-être un peu le pied lourd, c'est vrai que quand on est en ville, alors là le problème de l'électrique c'est pas la ville, mais ça va être les extérieurs, donc on va vraiment rentrer dans le détail parce que c'est quand même important. C'est fou de se dire que 341 km, le type avait un réel de 160, je pense qu'il doit avoir le pied très lourd, il faisait peut-être pas de régène ou quoi, mais l'expert a quand même réussi à avoir que 260 km, je crois, il y avait 131 km d'écart, donc c'est quand même très important, 282 km. Donc, il y a un tribunal en Allemagne, mais il y a aussi un problème en France avec un partenaire, je vous dis, du 18 novembre 2025, et je pense que ça va arriver de plus en plus, parce que le WLTP n'est pas en réalité. Nous avons plusieurs normes dans le monde. En Chine, c'est la CLTC, ils ont l'habitude, les Chinois, et a priori personne ne dit rien, mais la norme, c'est 20 à 30% de plus ou de moins par rapport à notre norme ou la réalité en France, donc c'est assez catastrophique. Donc on vous annonce 700 km, au final vous en faites 350 et sur l'autoroute vous finissez à 200 km, c'est assez catastrophique. Donc imaginez, même une Model 3 avec une grande autonomie de 700 km, elle est donnée là-haut à 900, à 1000 km, je dis des bêtises, hein, c'est pas 1000 km, mais c'est vraiment beaucoup, sachant que Tesla là-dessus, ça me fait penser à une époque avec même Porsche et BMW, ils étaient assez corrects. Et à un moment donné, ils ont commencé, pas à tricher, ne disons pas ça, mais à s'arranger un petit peu des normes et à commencer à optimiser la norme et à nous trouver des trucs au lieu de sortir la voiture d'une manière du réel. On sait très bien comment est faite la norme WLTP, notamment à l'époque avec des boîtes de vitesse. Les mecs, ils sont là en fait sur un banc d'essai, au lieu de rouler à 50 ou 70, ils roulent à 20 km/h et le mec te passe la vitesse tellement lente qu'en fait ça ne reflète absolument rien. Et il y a vraiment que la norme EPA aux États-Unis qui est réelle. D'ailleurs, Tesla, on est 350, 300 miles, ce qui correspond souvent à peu près à 400 km. En France, on va être à 600 WLTP par exemple, et puis en Chine, c'est 800 ou 700, et c'est complètement en fait délirant. Et donc, à un moment donné, est-ce que c'est la norme qui n'est pas assez restrictive? Moi, je pense que oui, et je pense que surtout, il va falloir serrer la vis avec des constructeurs qui font et disent n'importe quoi. Moi, quand je vois chez Tesla dans l'ensemble, eh bien, l'autonomie, mis à part en hiver ou sur l'autoroute, ça fond plus, mais l'autonomie, on va dire, est relativement réelle. Avec mon modèle Y, j'avais 455 km WLTP, j'étais même capable de faire 500 km, mais dans certaines conditions, à 80, 70, 75 km par heure, donc de moyenne. Pas prendre d'autoroute, ou si on est à 110, c'est plutôt de se calmer à 90 ou de se calquer à 100 maximum. Et voilà, les vitres un petit peu ouvertes, pas trop de clim ou quoi. Donc il y a vraiment certaines conditions. Sachant qu'il y a des véhicules qui consomment beaucoup lorsqu'il y a la clim, c'est pas le cas de Tesla. Franchement, j'aurais pu, je pense, peut-être laisser la clim, mais je pense que ça a été un petit peu en faveur. Mais plus vous allez rouler vite et ouvrir des vitres, ça ne sert strictement à rien. Donc là, on voit bien que la consommation et l'efficience, notamment de mon nouveau modèle Y, est vraiment très bonne. Le modèle 3 aussi. Et que les 500 km qui sont annoncés, notamment exactement 534, on n'est pas loin de la réalité. Bien sûr, si vous allez sur l'autoroute, sur une charge complète, vous avez plutôt 250, 300 maximum. Donc encore une fois, c'est plutôt pas mal. Et à un moment donné, je sais même que le planificateur optimisait un peu trop et te donnait une autonomie ou une arrivée en fonction de lui si tu roulais à 120 ou 125. Ce qui est complètement stupide. Il doit s'adapter à ta conduite et voir que si tu roules au max à 135, bon, c'est mon cas par exemple, bien qu'il me calcule et dit bah voilà, à cette vitesse-là, je vois que tu sais que tu roules à cette vitesse-là, on est à temps. Alors Renault, par rapport à Peugeot, c'est pas forcément le cas, même si là l'Alpine aussi que j'ai, mais la Mégane, bon bah voilà, les moteurs consomment, on a des gens qui sont très grosses et on a une efficience qui n'est pas non plus hyper folle, mais encore une fois, c'est pas forcément très grave. Je dirais qu'encore une fois, vraiment quand on est l'hiver, je peux descendre à 80% quand je recharge tous les jours parce qu'on est sur une LMC, enfin au quotidien en tout cas, on va être sur une autonomie de 250 km, 280, même deux fois 220. Donc c'est assez faible, mais en été, les vitres ouvertes, tranquille, au calme, je suis à 14, 15 kWh.
Donc clairement, on va être aux alentours des 400 km. Là, l'Alpine a 290, la batterie est plus petite, 52 kWh au lieu de 60, donc je serai peut-être à 300 km, ce qui est vraiment très bien, acceptable, mais là, 341 km. Donc je vous dis, il y avait un jugement par rapport à un partenaire, septembre 2019, une entreprise de BTP pour environ 18 900, il y avait une promesse jusqu'à 170 km d'autonomie, un expert judiciaire a mesuré 131, un écart de 23%, donc ça c'était pour le premier. Ça a fait... il y a eu pas mal relayé au niveau des médias, une décision de la Cour d'appel donc a condamné le concessionnaire Stellantis New, donc c'est derrière Stellantis. Motif principal, manquement à l'obligation d'information pré-contractuelle. Ça, clairement, les vendeurs, c'est leur rôle par rapport à leur attente. Le jugement a été largement donc relayé début 2026. L'UFC Que Choisir, automobile propre, paradisiaque. Et en première instance, l'acheteur avait perdu. C'est en appel qu'il a gagné. On voit bien que bon, le tribunal s'arrange un petit peu des lois. À un moment donné, les chiffres sont les chiffres. Et c'est pas le problème, encore une fois, du WLTP, c'est que il considère que le vendeur n'a pas fait son rôle en disant c'est pour quelle utilisation. Ah, écoutez, les 300 km ou 170 km d'autonomie qui sont donnés, si vous faites telle vitesse ou vous avez du poids ou quoi, vous n'allez pas forcément être à ça. Et encore, un véhicule électrique, moi je le vois avec le modèle Y, chargé ou pas, il n'y a pas une grosse différence. Je suis quand même assez étonné que ce qui va consommer, je vous l'ai dit, c'est l'hiver et la vitesse, donc notamment sur autoroute. Donc en Allemagne, hein, c'est pas la deuxième fois, mais c'est arrivé déjà quelques fois, donc de se faire rembourser la voiture. À un moment donné, c'est un fait, donc des recours, hein, je vous dis, il y en a eu plusieurs, de non-conformité, il y a eu des problèmes sur la Zoé, il y a eu des problèmes de pub, il y a eu des problèmes de communication, voilà, il y a eu pas mal de choses, mais c'était pas inhérent réellement à l'autonomie par rapport à ce qui était indiqué sur le WLTP, et au-delà du WLTP, du vendeur qui n'a pas joué son rôle de conseil. Encore une fois, si on vous annonce du WLTP et que le mec, il fait que de l'autoroute, il faut tout de suite lui dire, écoutez monsieur, vous n'aurez pas tant de kilomètres, mais il faut pouvoir espérer tant. D'ailleurs, ils ont des simulateurs, donc je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu cet effort de communiquer de la part du vendeur et vraiment d'exprimer tenant des aboutissants. Donc je vous dis, sur ce i2008, acheté environ 39 000 € et tenez pas du tout donc les promesses, le type achète déjà 341 km. Alors je sais pas s'il y a deux petites et une grande batterie, mais normalement c'est 54 kWh. 341 km, c'est vraiment nul. Le type disait qu'au quotidien, ville en mode éco. Je pense qu'il a peut-être exagéré, hein, dites-moi dans les commentaires, mais 160 km par charge, ça semble quand même très faible. Alors il devait dire qu'il était peut-être à 80%. Et seulement 282 km par l'expert judiciaire, hein, cette fois-ci, qui est sans équivoque, c'est pas un expert mandaté par le client, mais là c'est un mandataire, un expert judiciaire. 282 km, je pense que ça doit être à 100%, donc je pense que c'est 160, on doit pas être très loin, on enlève encore 20%, donc ça veut dire que l'autonomie était 200 km pour un quotidien, puisque logiquement on te dit qu'il est conseillé de recharger à 80%, donc ça fait quand même très faible. Le tribunal de Wuppertal, on s'en fiche, a jugé que cet écart de 18% constituait un défaut majeur. Résultat, le vendeur a été condamné à rembourser le véhicule. Alors j'ai envie de vous dire, sur le WLTP et des véhicules thermiques, c'était déjà le cas. Hein. Très souvent, on t'annonce des autonomies records, mais les gens peut-être qu'ils font pas attention, 800, 1000 km. La seule chose, c'est vrai que sur un long trajet, un véhicule thermique, surtout diesel, mais pas que, surtout diesel quand même. Après, ça va dépendre de la boîte de vitesse sur un véhicule thermique et à combien vous roulez, mais à 130, si vous avez en plus une boîte 7 ou une boîte 8, c'est vrai que c'est le nombre de tours qu'il ne faut pas dépasser. Notamment, il ne faut pas dépasser 3000 tours sur un véhicule thermique. Si vous êtes dans les 2000 et un diesel est plus bas, il va avoir tendance à moins consommer. J'avoue que, notamment sur un diesel, c'est ce qui se fait de mieux. On peut être aux alentours des 5 litres. Et donc, si vous avez un réservoir de même petit de 40 litres, eh bien, vous pouvez faire allègrement pratiquement 800 km, ce qui va très bien. Donc, je pense qu'on devait se rapprocher assez doucement de ce qui se faisait donc sur le WLTP et les normes. Par contre, en ville, sur un véhicule thermique, surtout si vous avez un peu un pied lourd comme moi, le 3008 sur l'autoroute, j'étais à 6 litres. Et en ville, j'étais à 8 litres. Et alors, la Mytho, je vous disais, 7 litres en stabilisé, voire peut-être un petit peu moins, grâce notamment à sa boîte 6 de mémoire, qui était plutôt bien étalée et qui était plutôt pas mal. Mais par contre, dès que j'étais en ville, j'étais à plus de 10 litres, voire 11 litres. Donc, c'est des véhicules, encore une fois, je vous l'ai dit, par rapport à un électrique, quelqu'un qui est en ville, faut vraiment favoriser ce type de transport parce que économiquement, en agrément de conduite, c'est bien mieux. Par contre, quand on commence à faire pas mal de trajets, c'est pas le problème du véhicule électrique, mais c'est bien de se renseigner sur le WLTP et de voir en fait
au quotidien la consommation réelle de ce type de véhicule. Voilà, le Piénant récupère environ donc 33 750 € avec la déduction d'une indemnité usage pour le kilomètre donc déjà parcouru. C'est un jugement donc qui pourrait faire jurisprudence et qui remplace les débats sur les promesses d'autonomie des constructeurs automobiles donc électriques. Je crois qu'il va y avoir d'ailleurs une nouvelle norme qui va être beaucoup plus réaliste, qui sera plus drastique, qui ne permettra peut-être pas de vendre autant de véhicules électriques, mais à mon sens, il faut faire de la pédagogie. Donc une grosse batterie, c'est bien, une grosse autonomie, c'est bien, mais ça dépend en fait de ce que vous voulez faire. Donc encore une fois, les constructeurs devraient proposer à l'avenir donc une batterie LFP d'une plus petite capacité, une autonomie qui est correcte, aux alentours de 300-400 km, et puis des grandes autonomies en NMC qui coûtent dans ces cas-là plus cher, avec une plus grande capacité grâce à la densité donc de la batterie nickel, manganèse, cobalt, et dans ces cas-là, de proposer 500-600 km. Pour moi, 600 km environ, 500 même, ça suffit largement pour une grande autonomie. Si vous voulez avoir plus, il y a Stellantis qui propose 750, mais je trouve que ça sert à rien. Et puis vous avez la iX3, mais je pense que BMW peut-être, ou Mercedes ou d'autres, avec des berlines, proposera, et d'ailleurs c'est le cas je crois de la CLA, 750, la Model 3 aussi, mais c'est pas forcément utile. D'ailleurs pour la Model 3, c'est dommage qu'il n'ait pas proposé la version premium sur celle de base en LFP, parce que à mon sens ça suffit largement, donc 500 km. Pour le reste, sur une petite autonomie, 400 km ça commence à être acceptable. D'ailleurs le Cyber Cab qui a été normalement homologué, on a les informations, 480 km si c'était du WLTP par rapport à la norme EAP, mais encore une fois, la norme EAP, eh bien le consommateur ne peut pas reprocher au constructeur parce qu'elle est beaucoup plus stricte. Et donc, quand vous avez d'ailleurs des clients ou en tout cas des consommateurs qui sont procéduriers, il faut que la norme soit stricte. Donc en Chine, je pense qu'ils sont peut-être un petit peu moins regardants sur ce genre de choses, même si j'ai vu que, notamment chez XPeng, ils avaient supprimé des capteurs, hein, et notamment des radars, et à ce moment-là, il y avait eu des plaintes, notamment judiciaires, donc clairement, le consommateur chinois a tendance aussi un petit peu à se rebeller, mais sur la norme CLTC, alors là, encore une fois, c'est la pire. Pour moi, ce type de normes qui sont, à mon sens, qui ne reflètent pas la réalité, qui sont un peu pipées, c'est du vent, ça ne sert absolument à rien, c'est du marketing, et on vient t'annoncer pareil, comme les recharges, 400, 500 pics de kilowatts, mais il faut trouver aussi la borne. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut trouver raison et avoir une consommation qui devrait être beaucoup plus réaliste. Mais ça, encore une fois, c'est un autre problème. On verra bien avec la nouvelle norme, en tout cas, ce que ça va donner. Et j'espère, en tout cas, que les gens qui achètent leur véhicule font attention. C'est quelque chose, encore une fois, où il faut vraiment faire très, très attention, se renseigner sur la batterie, se renseigner sur sa chimie, se renseigner si c'est mieux, ou en tout cas, il est conseillé de la recharge à 80, 90, à 100, comment ça se passe, et de se rendre compte, en fonction de son usage, eh bien, est-ce que c'est suffisant. Allez, sur ce, ciao à tous, on se retrouve dans les commentaires pour en discuter, et puis je vous souhaite une bonne journée.